Ah, on n'a pas du tout respecté la parité, mesdames, là. Non, non. Oui. Donc bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie d'être là ce soir pour les Jeudis de la réussite avec Émilie Moriot et Élodie Cassard. Donc Élodie est responsable à l'ordre du parcours stagiaire, enfin des stagiaires. Donc on a 4000 experts comptables stagiaires à l'ordre, hein, vous le savez, c'était pour vous il y a quelque temps, j'imagine. Et Émilie du comité jeune. On a voulu toutes les trois faire une nouveauté qui est ce parcours jeune inscrit avant à l'ordre des experts comptables. Entrez, je vous en prie. Ah, un de moins. À l'ordre des experts comptables, donc vous avez eu, je pense, la chance d'avoir une soirée d'accueil. Avant, il y avait une demi-journée, une journée. Alors, c'est vrai que ces 2 dernières années, avec le Covid, tout était très compliqué à organiser. Et nous avons trouvé que se retrouver régulièrement, une fréquence de tous les 2 ou 3 mois, en tous les cas, une première saison des Jeudis de la réussite. Donc, on en a mis en place 5 pour que vous, entre jeunes inscrits, vous puissiez vous connaître, vous fréquenter. Il y a un cocktail après, que vous échangiez des bonnes pratiques et que nous, à l'ordre des experts comptables, on vous fasse passer un peu de savoir-faire. Et ce soir, on parle d'identité visuelle. J'étais dans la précédente mandature présidente du tableau de l'ordre. Et les stats sont les suivantes. Il y a à peu près 80% des jeunes experts comptables qui s'installent ex nihilo. J'ai imaginé que on commençait dans sa cuisine en fait, hein, alors de manière très caricaturale, mais je ne sais pas si quelqu'un se reconnaît, ça c'est pas dans la cuisine, c'est peut-être dans la salle à manger. Et donc on était peut-être un petit peu certainement isolés au début quand on se lance dans cette belle aventure à la fois de chef d'entreprise et également d'expert comptable. Moi, ma mission ce soir, c'est de vous expliquer tout ce que l'ordre, déjà, vous propose. Parce que souvent, ce n'est pas connu. Je ne sais pas si vous connaissez Lucas. Oui ? Ah ben, pas mal. Bien. Donc, il y en a 2, c'est déjà pas mal. Lucas, donc, c'est le centre d'affaires que l'on vous propose. C'est rue du Colisée à Paris, dans le 8e. Je ne sais plus combien on a exactement de bureaux. De toute manière, on va vous en parler plus précisément après. Donc, je fais un peu de teasing. Pour Lucas, vous êtes obligé de rester jusqu'à la fin. C'est ça, Élodie ? Ok. Bibuzzy. On a créé il y a quelques années avec le président de l'ordre actuel, Laurent Benoudiz, Bibuzzy. Bibuzzy, c'est une plateforme de co-traitance. Ça veut dire que des experts comptables proposent des missions pour d'autres experts comptables qui auraient des disponibilités. Alors, on peut tout faire. Donc, vous tapez bibuzzy.fr, hein, vous tombez sur... C'est une plateforme de mise en relation qu'entre experts comptables. Donc, on s'y connecte avec son compte expert. Hein. Vous êtes spécialiste de l'évaluation, vous dites je suis spécialiste de l'évaluation, et quelqu'un qui pourrait chercher une mission en évaluation, je suis spécialiste du social, je suis spécialiste du RH, je suis spécialiste de la consolidation, j'ai du temps pour la prochaine période. Moi j'ai recruté comme ça dans mon cabinet par exemple des chefs de mission un peu externalisés. Comme on a vraiment beaucoup de mal à recruter, eh bien les périodes fiscales, j'avais pris un chef de mission qui venait dans mon cabinet un jour par semaine et qui avait en charge un portefeuille de 30 dossiers. Sur cette plateforme Bibuzzy, vous avez également un modèle de contrat. Il y a ce soir, au fond, Isabelle Faujour, la responsable juridique de l'ordre, et quelques permanents de l'ordre. Donc, si vous avez plein de questions, ça peut on peut très bien répondre au cocktail. Il y a Pont aussi, c'est la plateforme des outils numériques. Pont, c'est si vous avez un doute sur un outil. Donc, des experts comptables donnent des avis sur des outils. Il y a Be Bigger. Be Bigger, c'est un site où chaque expert comptable peut aller se présenter.
Donc une fois que vous aurez tout compris sur votre identité, vous saurez comment faire votre logo, le site internet, comment vous présenter. Vous allez mettre votre cabinet sur Be Bigger. On va dire que c'est plutôt à destination, c'est plutôt une destination de recrutement plutôt que de trouver des clients. Mais vous verrez, et comme on croit tous en vous ici, dans 6 mois, vous aurez besoin de recruter parce que vous aurez trop de clients, peut-être. Eh bien, vous serez content d'avoir Be Bigger. Après, on a plein de clubs. Alors là, le logo club, il est super. Bon, c'est peut-être un peu moins fun. Hein. C'est le club fiscal, le club social. Il y a un club patrimoine. Donc, tout ça sont des clubs très techniques pour avoir des compétences. Vous avez un club DAF, direction financière externalisée. Certains le connaissent déjà. Le dernier club que nous allons lancer, alors je vous le dis en avant-première, mais on va le lancer en décembre pour une réalité en janvier, c'est le club Innovatio, où on va créer une communauté pour échanger des bonnes pratiques sur l'innovation et tout ce numérique, parce qu'on a toujours besoin d'outils et on est un petit peu perdu. On a Inest aussi. Alors Inès, c'est notre accélérateur à l'ordre. Tous les ans, depuis 3 ans, on accélère des startups. Alors c'est différence entre accélérateur, incubateur. Incubateur, c'est-à-dire que c'est des bébés startups, hein, elles viennent d'arriver. Accélérateur, elles ont une maturité un petit peu plus élevée. Et pourquoi vous pourriez être intéressé? Parce que souvent, ils cherchent des bêta-testeurs. Et vous pourriez postuler pour être bêta-testeur sur certains outils. On a 4 outils cette année. Par exemple, moi je me souviens il y a Greenly qui est un outil pour la mission RSE. Donc si vous vouliez être bêta-testeur, alors là c'est raté pour Greenly, hein, c'est fini. Mais donc là on va commencer la 3e promotion. Vous allez voir des mails passés par l'ordre des experts comptables, des appels à candidature. On va sélectionner donc 4 nouvelles startups et il y a peut-être des outils qui pourraient vous intéresser dans vos pratiques et je vous engage à devenir bêta-testeur. Et d'ailleurs, c'est rémunéré. Et après, il y a Cap Performance. Peut-être que vous connaissez tous Cap Performance. Alors, j'ai envie de dire que Cap Performance, c'est notre boîte à outils qu'on vous propose. Jeunes et évidemment moins jeunes. Il y a des modèles de lettres de mission, il y a des modèles de manuel de cabinet, c'est le truc qui a le plus de succès, manuel de procédure du cabinet. Lettre de mission, il y a des outils pour tester sa performance, un autodiagnostic de performance. Il y a des outils pour tester vos connaissances des normes. Enfin bon, je vais m'arrêter là. Il y a beaucoup de choses qui vous sont aujourd'hui proposées à l'ordre des experts comptables. Donc on vous a fait ce petit slide. Malheureusement, je ne peux pas rester après pour le cocktail, mais si vous avez des questions sur tous ces outils-là, vous pourrez demander à mes 2 charmantes voisines. Donc, ce soir, on a la chance d'être avec Christine Roca, directrice de la communication de l'Ordre des experts comptables, qui connaît bien et le métier d'expert comptable et la communication. Donc c'est pas mal, et Elodie, que je vous ai déjà présentée. Je vous laisse la parole. C'est toi, Elodie, la première. Christine. Pardon. Merci Virginie. Bonsoir à tous. Alors, je suis effectivement Christine Roca et je dirige la... On se met debout, assis je sais pas. Assis, c'est bien, non? Oui. Donc je dirige la communication et les projets dans cette belle maison. Voilà, nous sommes une équipe, vous allez recevoir des communications, des emails, ça vient de nous, c'est nous les coupables, hein, souvent, donc voilà. Et je vais vous parler d'identité visuelle avec Elodie. En fait, l'intérêt de ces ateliers, c'est véritablement ce binôme, puisque Elodie est expert comptable, ce que je ne suis pas du tout. Moi, je fais de la communication et du marketing depuis presque 20 ans. Alors qu'Elodie est expert comptable et donc elle applique concrètement dans son cabinet ce que je vais vous présenter. Du coup, ça donne une vraie dimension pratico-pratique à notre échange et j'espère que ça va vous plaire. Et je te laisse te présenter, Elodie.
Alors très très rapidement, donc Élodie Cassard, je suis la présidente de la commission stage et prestations de serment à l'ordre, et puis je suis surtout expert comptable installée à la Défense depuis maintenant presque 10 ans. Voilà. À peine. Donc on va vous parler de l'identité du cabinet, l'identité visuelle du cabinet. J'ai pas l'impression que ça fonctionne, hein. Si. D'accord. Très bien. Alors, ce que je vous propose qu'on partage et sur les thèmes sur lesquels je voudrais qu'on échange ensemble ce soir, on va parler d'identité visuelle, savoir ce que ça veut dire en fait, hein, à quoi ça correspond. L'identité visuelle, en fait, c'est pour affirmer qui vous êtes. La pierre angulaire de l'identité visuelle, c'est bien évidemment le logo. C'est la première chose à réfléchir quand on s'installe, expert comptable, entreprise, institution, que sais-je. On va voir les applications de l'identité visuelle en externe et en interne. Et là, Élodie a plein d'exemples à vous montrer, donc ce sera très illustratif et très pratique. On va parler aussi du site internet, puisque c'est vraiment l'extension aujourd'hui incontournable d'une identité visuelle, qu'on peut faire seul ou qu'on peut externaliser. Et puis, on vous montrera quelques exemples de sites illustratifs de nos propos. Et voilà, et puis on vous laissera un petit mémo pratico-pratique pour que vous vous souveniez de tout ce qu'on a échangé ce soir ensemble. Ok, ça vous va ? On y va ? Alors, l'identité visuelle, c'est quoi ? C'est affirmer qui vous êtes. Ça, c'est un postulat. C'est vous, qui vous êtes, qui vous voulez devenir, qu'est-ce que vous voulez être par rapport à vos clients demain. Alors, pour illustrer l'identité visuelle, par exemple, si je vous montre ça, par exemple la pomme, vous me dites ? Hein ? Ah bah, bravo, vous avez gagné. Une planche de charcuterie après la soirée, après l'intervention. À côté, on a Apple, à côté on a... Parfait. Et on a... Et ouais, voilà. Donc, tous ici, autant que nous sommes, nous savons reconnaître juste en voyant un petit sigle à l'écran de quelle marque nous parlons. Donc ce sont des marques, alors des grosses marques multi-internationales bien évidemment, qui travaillent depuis des années sur leur identité visuelle, mais chacun, nous pouvons les reconnaître d'un simple coup d'œil sans qu'il y ait besoin d'avoir Apple, Nike ou Pepsi en dessous de ce sigle. Tout le monde les connaît. Donc l'identité visuelle de ces trois marques fonctionne. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc c'est quoi en fait l'identité visuelle ? C'est ça, des logos qui parlent d'eux-mêmes, sans même lire le nom de l'entreprise, et qui vont véhiculer des valeurs fortes, auxquelles on va adhérer ou pas, mais en tout cas, qu'on y adhère ou pas, on les connaît, on les partage tous, et on sait les lire d'un simple coup d'œil, sans aucune inscription. C'est une identité visuelle forte, en temps réel, et c'est ça l'identité visuelle, en fait. Ok ? Alors si je vous montre ça, qui sont d'autres identités visuelles. Par exemple, le centre pédiatrique Arlington, je vous ferai la grâce de ne pas le prononcer en anglais. Voilà, une identité visuelle ratée, c'est ça. C'est par exemple un centre pour enfants pédiatrique où on voit un monsieur avec un enfant plus petit et on se demande ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça, c'est une identité visuelle complètement ratée. Et ça a un impact pour la suite parce que ça ne donne pas forcément envie d'emmener son enfant dans ce centre pédiatrique. Hein, je ne sais pas vous, mais moi, je n'emmènerais pas mon fils personnellement. Voilà, on a l'exemple aussi des docteurs de l'informatique. Bon, voilà, la souris est très illustrative. Et donc tout ça pour vous montrer qu'en fait une identité visuelle avec un logo raté, eh ben c'est raté pour tout, pour la suite, pour demain. Enfin, ça donne une image complètement tronquée du message qu'on veut porter à destination de sa cible et de ses clients. Mama's Baking, c'est pareil. Enfin, on voit une dame qui a le ventre en feu. Bon, je sais pas, mais ça donne pas forcément envie ni de savoir ce que c'est, ni de savoir à quoi ça correspond, ni ce qu'il y a à vendre. Voilà, c'est vraiment l'illustration contraire d'une identité visuelle complètement ratée. Et ce sont des contre-exemples qui montrent que le logo est vraiment la pierre angulaire sur laquelle il faut commencer à réfléchir quand on veut se créer une identité visuelle. Vous êtes d'accord avec moi ? Ok, donc en résumé, l'identité visuelle, c'est quoi ? C'est la carte d'identité graphique de votre cabinet de demain.
comme toute entreprise ou toute autre organisation. Votre objectif, c'est que vos clients demain ou vos futurs prospects, les clients que vous voulez séduire, vous reconnaissent facilement grâce à votre logo. C'est ça l'identité visuelle. Et dans l'identité visuelle, on parle de la charte graphique. Et la charte graphique, elle va donc rassembler le nom de votre cabinet, le logo que vous allez définir, les couleurs et la typographie. Ça, c'est très important d'être cohérent sur les couleurs qu'on utilise, qu'on va retrouver dans le logo et sur d'autres supports, comme va nous montrer Élodie dans son cabinet. La mise en forme, la typographie, la police utilisée, les couleurs. Et tout ça, ça crée une cohérence qui rassure les prospects, qui séduisent les clients. C'est ce qu'on appelle la charte graphique. Et ça doit véritablement refléter qui vous êtes, les missions que vous voulez porter, comment vous voulez vous présenter à vos prospects, à vos clients. Voilà, l'identité visuelle, c'est vraiment votre cabinet aujourd'hui et encore plus demain. Et pour réfléchir une identité visuelle, il faut vraiment réfléchir à quelle cible on veut s'adresser. Réfléchir à quelle typologie de clients on veut parler, réfléchir en termes d'âge, de métier, de catégories socio-professionnelles, se poser vraiment des questions de qui on veut être demain et comment on veut être identifié. Et éventuellement, dans quelques années, d'un seul coup d'œil, grâce à votre logo, vous auriez une identité visuelle forte. OK ? Alors, je vais laisser la parole à Élodie qui va nous montrer concrètement comment elle a fait dans son cabinet, puisque c'est une vraie démarche d'identité visuelle. Alors, on parle donc du cabinet Prexilexis, et juste en dessous, vous voyez conseil et expertise comptable. Alors, Prexilexis, déjà, c'est vrai, sur la charte graphique, on a travaillé sur plusieurs éléments. Déjà, il y a ce X qui forme comme une vague, et ça, c'était vraiment très important, peut-être la chose la plus importante dans notre logo. L'idée, c'était vraiment qu'on travaille avec notre client et qu'on va évoluer au fil du temps avec lui, et dans l'idée de progression, de croissance. Et donc, on a vraiment voulu reprendre comme cette vague, ou ce X en tout cas, qui vient vraiment former notre logo et s'étirer dans le temps. Et c'est vraiment la relation qu'on va avoir avec nos clients. L'autre chose qui est très importante dans notre logo, pour nous en tout cas, c'est les couleurs qu'on y a mis. On a choisi les couleurs bleues. On a deux bleus. On a le premier bleu donc, qui va symboliser la fidélité, la sincérité, la stabilité. C'est le bleu qui est un petit peu plus foncé, que vous voyez là. Et le bleu qui est donc le bleu ciel, qui lui symbolise l'espérance et la croissance. Donc c'est vraiment coordonné avec ce qu'on voulait représenter, ce que veut que nos clients s'imaginent quand ils voient notre logo, et donc c'est vraiment en lien avec cette vague en fait. Les couleurs pour le coup et notre logo sont vraiment en lien. Donc on voulait exprimer plusieurs choses qui sont les valeurs fortes du cabinet. C'est la dynamisme, la croissance bien évidemment, l'enthousiasme, tout ça. On a la proximité, qui est la seconde valeur forte du cabinet, et puis l'équilibre entre le sérieux et la modernité. En fait, on ne voulait pas avoir quelque chose de complètement désuet, on ne voulait pas complètement que ça sorte, que ça ne nous ressemble pas, parce que finalement, on n'est pas non plus... voilà, on est comme on est. Et donc l'idée, c'était à la fois d'être sérieux mais moderne, parce qu'on a beau être expert comptable, on n'est pas forcément chiant, en tout cas j'espère, et c'est pas ce que je voulais véhiculer avec mon logo. Donc vraiment, on a travaillé sur, ce que je voulais dire avec mes couleurs, deux, ce que je voulais y mettre, ce que ça représente pour moi en fait ce logo, et puis finalement les valeurs que je veux transmettre avec notre logo. Voilà. Donc... Et puis finalement, en bas de notre logo, on a aussi voulu qu'en lecture directe, parce que Prexilexis, c'est quand même pas... voilà, faut pas être fou. Alors Prexilexis, juste pour la petite histoire, en fait, ça voulait dire, en vieux grec, normalement, c'est le succès. Voilà. Donc dans l'idée, on est parti là-dessus, alors un peu retravaillé de façon un petit peu plus imaginaire, mais voilà, c'était le dieu grec de la réussite, normalement, Prexilexis, donc on est parti de là. C'était un peu ambitieux, hein, donc on s'est dit que finalement personne n'allait le reconnaître, certainement, ce qui est le cas aujourd'hui, personne ne sait ce que ça veut dire. Par contre, juste en dessous, on est parti sur ce qu'on voulait aussi que les clients retiennent finalement quand ils voient notre logo, et c'était conseil et expertise comptable. Et on a vraiment travaillé dans le sens où on voulait que conseil arrive avant expertise comptable. Et pourquoi ces mots-là ? Conseil, je pense que vous en avez une idée. Expertise comptable, pourquoi ? Parce que chez nous, on ne fait pas de commissariat aux comptes. Pas du tout, c'est une vraie volonté aussi. C'est un vrai choix, et donc on l'a affiché directement dans notre logo. Nous, c'est conseil et expertise comptable, principalement. Et donc l'idée, c'est bien évidemment, finalement, d'arriver à fédérer, rassurer nos clients autour
de notre image en fait et de ce qu'on peut proposer et puis voilà tout ce que ça représente et ce que ça dit de nous ce logo en fait. Il y a une vraie réflexion voilà, sur les couleurs, sur les valeurs. Donc ça c'est des questions qu'il faut vraiment se poser sur ce qu'on veut être demain et qui on veut devenir. C'est ce travail de réflexion sur les valeurs qu'on veut véhiculer grâce à ce logo et à ces couleurs et à cette signature. Et c'est un travail que vous avez fait chez Praxis. Et donc quand on parle de charte graphique, bah, c'est aussi ça, hein, c'est que pour le coup on a été jusqu'à déployer toute notre gamme colorielle, donc avec les couleurs qu'on utilise pour nos supports et puis aussi la typographie qu'on utilise. Donc vraiment on a vraiment déployé toute la charte graphique. Donc en résumé, comme le dit si justement ce monsieur assez connu, Jeff Bezos, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais en termes de marketing et de communication, c'est quand même quelqu'un d'assez avancé. Il dit votre marque, c'est ce que les gens disent de vous quand vous n'êtes pas là. Donc véritablement, c'est c'est affirmer qui vous êtes, quoi. Votre identité visuelle, ça se pense, ça se réfléchit et ça s'anticipe en fait pour devenir qui vous voulez devenir par rapport à vos clients et à vos prospects de demain. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors on a prévu un temps de questions, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc on va rentrer un peu dans le détail du logo qui reste véritablement, comme on vient de le voir avec Elodie, la pierre angulaire de cette identité visuelle. Un logo, ça permet de se valoriser et de valoriser l'image du cabinet. Ça aide aussi à cibler et à séduire des clients potentiels en véhiculant des valeurs, comme on vient de le voir avec Elodie sur le dynamisme, la modernité, voilà. Ça permet aussi d'identifier tout de suite ce qu'on fait. Hein, quand on écrit une petite ligne, un petit claim, on appelle ça conseil et expertise comptable, eh ben on sait que Elodie, elle fait pas des produits de beauté, mais qu'elle est conseillée en expertise comptable. Elle fait du conseil, des missions de conseil autour de l'expertise comptable et de l'expertise comptable. Et puis tout ça, ça rassure et ça fédère ses clients parce que voilà, ils savent, ils vont retrouver le logo partout, sur tous les documents, sur tout sur le site internet. Tout ça, ça va véritablement les rassurer. Et puis ça a aussi une dimension qui est importante dans le monde de l'expertise comptable aujourd'hui, c'est que ça va permettre de donner aux collaborateurs du cabinet un sentiment d'appartenance. Et ça, c'est important dans une profession où le recrutement est un vrai sujet et on veut retenir les collaborateurs, on veut qu'ils fassent partie d'une maison dans laquelle ils se sentent bien. Donc le logo contribue aussi à ça, à faire partie d'un tout. Voilà, d'un cabinet, d'une entreprise et d'avoir ce sentiment d'appartenance. Et puis ça donne la personnalité unique à son cabinet, quoi. Quand on a bien fait ce travail-là, qu'on a bien réfléchi et qu'on a une storytelling, comme on dit en communication, une histoire à raconter sur son logo, ses valeurs, c'est important parce qu'on peut en parler à tout le monde et puis ça fédère, ça rassure et ça donne de la vie à son cabinet, en fait. Alors, concrètement, comment on fait pour faire un logo? Alors on a deux choix. Soit on le fait soi-même. Et il y a un site qui est très 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 bien, par exemple, qui s'appelle Canva, qui est très 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 facile d'utilisation. Alors on s'inscrit, on choisit parmi plusieurs modèles qui sont proposés. Il y en a une grande diversité. On peut personnaliser les couleurs, on peut personnaliser les images, le texte, on peut mettre des icônes, les changer, on peut vraiment faire plein de choses là-dessus. Et on peut le télécharger et on peut voilà, simplement soi-même, si on se sent capable d'attaque ou juste pour s'amuser, pour essayer, pour voir, même si on veut après se lancer avec un pro, au moins on sait de quoi on parle et puis on peut s'entraîner tout seul devant son écran un samedi soir pluvieux à faire son logo. Donc je vous conseille Canva. Très concrètement, allez voir, c'est vraiment sympa comme outil. Et ensuite, la deuxième option, c'est de passer par un professionnel. Alors là, bon, il y a un peu de tout. Hein, y en a qui sont pas chers, mais très bien. Par exemple, dessine-moi un logo.com, ils sont plutôt sympas. Voilà, après, c'est pas le même travail que ce qu'a fait et ce dont va vous parler Elodie là tout de suite.
avec un professionnel qui, lui, va vous interroger, vous poser les bonnes questions, va essayer de comprendre qui vous êtes vraiment, vous faire parler de vos valeurs, des clients que vous voulez cibler, de qui vous voulez être demain. Donc c'est vraiment deux approches différentes en fonction du budget qu'on veut y investir. Alors c'est vrai qu'un graphiste, quelqu'un qui travaille dans une agence, seul ou dans une agence, il va tout de suite vous prendre entre 500 et 2000 euros pour faire un logo, une charte graphique complète. Mais bon, derrière, il y aura du conseil, de l'accompagnement. Donc voilà, c'est une autre approche, mais on peut tout à fait commencer à faire son logo soi-même si on est tout seul et qu'on cherche à se créer une identité visuelle. Oui ? Décide-moi un logo, il n'y a pas de conseil d'un professionnel. Non. Non, c'est du low cost, comme quand on va faire sa comptabilité sur un site low cost en ligne. Canva est gratuit, la différence avec Décide-moi un logo, c'est qu'il est payant. Il est payant. Ouais. Et il y a quand même plus de choix sur le site payant que sur Canva. Pardon ? Oui. Super. Ah oui ? Bien sûr. Bah bien sûr, ouais, c'est une super idée. Et du coup, vous avez eu des retours sur ce que vous aviez fait sur Canva par rapport à vos valeurs, etc. Génial. D'accord. Et vous l'utilisez, donc du coup, vous avez un logo bientôt. Ouais, bah oui, bien sûr, on peut tout à fait demander conseil à son école de commerce, au bureau des anciens élèves, à tous les gens qui sont dans le business et qui peuvent vous donner une idée de ce que vous avez fait et ce que ça représente pour eux, ce que vous avez réussi à concevoir, bien sûr. Ce qui est intéressant, en fait, c'est de construire une vraie histoire, en fait, qui vous ressemble. L'identité visuelle, c'est ça doit refléter qui vous êtes. C'est encore une fois, c'est de la storytelling, c'est ce que faisait Élodie juste avant, c'est expliquer pourquoi, comment, les valeurs. Voilà, il faut que ce soit cohérent et que vous puissiez l'expliquer en quelques mots dans un ascenseur à quelqu'un que vous croisez. C'est ça, en fait, l'identité visuelle cohérente. Les droits de propriété sont acquis alors que le logo est téléchargé ? Sur Canva, oui. Oui. Alors, Élodie va nous parler de son expérience. Maintenant, concrètement. Alors, expérience. Alors, on est parti. Nous, on a fait une création avec Stylo. Je dis nous parce qu'en fait, la spécificité, c'est qu'on a 3 sites après Xylexis et on est 3 associés et chaque associé a son site principal. Donc, on en a un à Paris, un à Guadeloupe, un à Lyon. Et donc, on utilise les mêmes supports de communication et donc le même logo. Et donc, on est parti dans l'idée où on est parti ex nihilo et on n'avait pas forcément beaucoup de sous. Et en tout cas, à ce moment-là, on avait envie d'économiser sur ce poste de communication. Je vais y venir. Et donc, nous, on a fait notre logo nous-mêmes. Sauf que, et je dis bien, ça n'engage que nous 3 associés. En fait, finalement, on n'est pas si créatif que ça. C'est pas notre métier. On n'était pas très doués et on a pondu un logo pourri. Alors, les conséquences au début, ça nous a pas empêché de démarrer. Tout va bien, c'est bien passé. Sauf que très vite, on s'est senti pas en phase avec notre logo. Du tout, qui nous ressemblait vraiment pas. En tout cas, ça avait rien à voir avec les valeurs qu'on voulait transmettre. Et presque quand on envoyait des documents ou qu'on le mettait dans les signatures électroniques, on s'est rapidement aperçu que finalement, c'était peut-être pas là que nous, on aurait dû économiser de l'argent. Donc ça veut dire qu'on a tout repris. On s'y est mis, on a tout refait. Cette fois, on a fait appel à un professionnel. Ça nous a coûté, il est vrai, un petit peu plus d'argent, mais par contre, ce qu'on a fait, c'est que cette fois, on n'a pas bossé du tout. C'est le contraire. On a eu quelqu'un qui est venu au cabinet et qui nous a demandé, qui nous a posé des questions justement sur ce qu'on voulait dire par notre logo, ce qu'on voulait y mettre, les couleurs qu'on avait envie de choisir, pourquoi. Enfin voilà, il nous a posé des questions sur la vie de notre cabinet, sur nous et sur ce qu'on voulait, comment on envisageait le métier dans quelques années aussi, donc comment on voulait évoluer. Et finalement, on a eu plusieurs propositions de logo et on est arrivé à celui-ci. Voilà. Et là, c'est vrai que le budget, pour le coup, sur la deuxième fois, le premier, c'était pas grand-chose. On n'a pas utilisé un site gratuit, mais c'est nous qui l'avions fait sur un site, donc ça nous avait vraiment pas coûté énormément d'argent. Là, celui-ci, c'était à peu près 3 000 €. Voilà.
mais c'est pas du tout le même service. Et je dis bien que ça n'engage que nous, hein, parce que peut-être que, enfin certainement qu'il y a des experts comptables plus doués sur la création, mais alors nous c'était vraiment raté, hein. C'était vraiment pas terrible. Non, c'est vrai, j'ai pas pensé à emmener l'ancien, j'aurais dû vous montrer, mais voilà. Donc, il a aussi fait l'affaire le temps que... Il a aussi fait l'affaire le temps qu'on démarre, mais finalement, si moi j'ai peut-être qu'une seule chose à vous dire, c'est que si vous pouvez démarrer, avoir réfléchi à votre logo avant, c'est quand même pas mal, parce que finalement, changer le logo, oui, c'est pas grand-chose, mais en fait, vous rechangez tout au niveau de vos clients, toute la com que vous pouvez déjà avoir envoyée, et puis il faut changer partout. Finalement, c'est pas difficile, mais c'est un peu pénible, quoi. C'est un peu, voilà, c'est un peu comme quand on change de nom, quoi. Vous voyez ? C'est un peu ça l'histoire de changer de logo. Donc finalement, même si c'était pas compliqué, c'était plus pénible qu'autre chose. Donc voilà. Donc si vous avez l'occasion de vraiment vous poser les questions sur le logo, parce que finalement on a l'impression que c'est pas si important, mais en fait, si ça l'est vraiment en termes de communication, c'est important le logo en fait. Alors, cette identité visuelle, une fois qu'on a défini ce qu'on veut être aujourd'hui et demain et qu'on a réfléchi à un logo, on va le décliner en externe à destination de tous les prospects, clients, partenaires, apporteurs d'affaires, sur les salons, enfin voilà, tous les événements de promotion qu'on peut faire pour trouver des clients demain. Donc le site web, la signature email, c'est bien d'avoir une signature dans son email qui soit cohérente avec son logo, la plaquette du cabinet, le papier en tête, les lettres de mission. Vous téléchargez une lettre de mission gratuite sur Cap Performance, la boîte à outils dont parlait Virginie tout à l'heure, et vous mettez votre logo dessus, vous le personnalisez, voilà, vos factures, vos flyers, enfin tous les supports de communication à destination du public en dehors du cabinet. Alors on vous a mis quelques exemples de ce qu'on fait nous, de l'utilisation de notre logo. Donc c'est vrai que le logo on le retrouve sur les cartes de visite, on le retrouve sur on a des petits cartons quand on envoie les courriers, c'est ça par exemple. Donc on l'a fait imprimer aussi, donc à chaque fois qu'on envoie un courrier, on a le logo du cabinet. On a aussi des petites étiquettes qu'on colle derrière les enveloppes, le papier en tête bien évidemment, et puis les cartes de visite. Et puis voilà, on s'en sert aussi pour la plaquette du cabinet, comme vous avez là, et puis on va le retrouver aussi sur le site internet, notre logo. Vraiment, définitivement, c'est un petit peu, on l'utilise sur absolument tout, et puis les signatures de mail, évidemment. Donc en fait, il n'y a pas un document qui sort du cabinet, que ce soit en interne, enfin que ce soit en interne ou en externe, qui n'est pas en fait personnalisé avec notre logo. Et dans la plaquette, d'ailleurs, on retrouve les couleurs. Hein, c'est vraiment ce qu'on a défini dans la charte graphique. Vous vous souvenez, le bleu un peu plus foncé, un peu plus clair. Et en fait, ici, on a utilisé des couleurs aussi qu'on va retrouver en fait finalement sur nos missions. Donc on a des missions, par exemple, sur la mission sociale, la mission de production, la mission de gestion, etc. C'est que les couleurs qu'on a définies dans la charte graphique qu'on vous a montré un petit peu plus haut, qu'on reprend et qu'on utilise aussi pour décliner nos missions. Et donc les fiches qu'on peut envoyer, les fiches de communication qu'on va envoyer à nos clients, par exemple, si c'est du social, ce sera toujours la même couleur, et c'est toujours la couleur qu'on a définie dans notre charte graphique en fait. On a essayé de boucler un petit peu sur tout ce qu'on peut utiliser comme support de communication. Et vous les avez imprimés c'est du digital? C'est pratiquement que du digital, sauf pour les quelques supports qu'on avait avant, donc les cartonnettes papier, ça on s'en sert très peu papier, donc vraiment c'est anecdotique. Je sais pas si on utilise un truc là tous les 6 mois. Et puis les cartes de visite évidemment. Donc ça c'est les 2 vrais supports qu'on a papier. Sinon tout le reste c'est plutôt en digital, oui. Donc ça c'était pour les supports en externe, et après on a l'identité visuelle en interne, hein, puisqu'on disait que le logo servait aussi à apporter de la cohérence quand on travaille avec des collaborateurs. Et alors chez Prexilexis, ils sont allés jusqu'à décorer les bureaux en accord avec leur logo. Elodie vous a amené des photos, elle va vous montrer. Donc on retrouve voilà, son identité visuelle sur les contrats de travail, sur les mémos internes que vous pouvez partager,
On peut les retrouver dans des newsletters internes, hein, les logiciels qu'on utilise en interne. Enfin voilà, l'identité visuelle est déclinable à volonté, également en interne et pas uniquement pour l'extérieur. Et tu vas nous montrer ça, Élodie ? Alors, oui, on a utilisé, en fait, le bleu, c'est vraiment très important dans notre logo et dans les valeurs qu'on voulait véhiculer. Donc, en fait, ce bleu Prexilexis, on le retrouve effectivement dans nos bureaux où, en fait, on a la peinture dans ce bleu, pareil, qu'on retrouve aussi dans le tableau qu'on a acheté là. Voilà, donc ça, c'est pour l'identité visuelle pour les clients et puis aussi pour les collaborateurs, en fait, parce que quand ils passent la porte du cabinet, ils savent qu'ils sont au cabinet. Et l'open space où ils sont, c'est bleu aussi ? Oui, ouais. Tout est bleu chez nous. Non, on a pas mal de bleu. On a gardé du blanc, mais c'est vrai que sur les grands supports ou les grands murs, on est en bleu, le bleu Prexilexis. On l'a décuplé aussi on a une application pour le cabinet sur le téléphone, pour les clients notamment qui font les notes de frais, les indemnités kilométriques, toutes les petites choses comme ça. Donc on a aussi véhiculé pour le coup notre logo sur l'application téléphone. Et puis bien évidemment, on a les téléphones normalement bleus comme Prexilexis, quoi. et on rigole, mais là c'était un petit clin d'œil, vous voyez, on va jusqu'à la chaise par exemple. Et en tout cas en fond d'écran, vous voyez les fonds d'écran derrière, ils ont aussi en fait le logo du cabinet sur les fonds d'écran. Enfin vraiment, on a essayé de décupler notre image sur un petit peu tous les supports qu'on pouvait croiser. Bien évidemment, on a aussi tout ce qui sort du cabinet. Donc quand on fait un devis par exemple, donc là c'est vraiment un exemple très simple d'un devis qu'on envoie, mais le devis, la première page du devis, on retrouve notre logo et notre identité visuelle avec les bleus en fait, hein, qui est vraiment le bleu qui nous correspond. Voilà, chez nous, le social, donc c'est ce que je vous disais, les fameuses fiches clients. Donc on avait défini le social comme une mission en bleu, donc on utilise ce bleu systématiquement en haut pour rappeler de quel type de mission on va parler. Et c'est pas la même couleur pour le fiscal et c'est pas la même couleur pour la gestion, etc. Ce qui fait que normalement, quand un client ouvre une communication qu'on envoie, il sait directement par la couleur, normalement, dans quel domaine on est. Donc ça, c'est quelques exemples. Notre lettre de mission de l'ordre. Alors, on l'a téléchargée sur Cap Performance, on l'a retravaillée un petit peu, et donc c'est pareil, hein, la première chose, c'est qu'on a notre logo en haut de notre lettre de mission. Et on a toujours ce fameux bleu, hein, là, qu'on retrouve absolument partout. Voilà pour notre identité visuelle. Des questions ? Non ? Si j'ai une question. Oui. Est-ce qu'il y a des vérifications à faire pour l'identité visuelle avant de se lancer sur un logo? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, comme un nom qui peut ressembler à notre confrère, qu'il n'y a pas de vérification à faire pour l'identité visuelle, que ça ne ressemble pas trop à un logo d'un confrère? Si vous copiez sciemment le logo d'un confrère, non, ça je vous le conseille pas. Après, si vous démarrez votre activité avec un logo que vous avez fait faire en externe, il y a peu de chance. Si c'est vous qui l'avez fait sur Canva, il y a peu de chance que ce soit quelque chose qui existe déjà, parce qu'il y a trop de combinaisons possibles. Bon, voilà, non, il y a peu de risques aujourd'hui légalement, sauf si vous prenez une pomme, que vous la peignez en bleu avec, enfin, vous voyez. Mais non, il y a peu de risques. C'est pas comme les brevets où si vous copiez pas un logo dont l'identité visuelle est déposée, reconnue, il y a quand même très très peu de risques. Sur le budget, le pro décline le logo dans tous les supports, ou c'est vous qui avez ensuite, par ce logo et uniquement le logo, déployé sur les différents supports, le papier, le site? Alors non, c'est nous qui avons déployé sur les supports qu'on souhaite. En fait, l'agence nous a envoyé plusieurs logos et types de logos en fonction de ce qu'on pouvait envoyer, de ce dont on pouvait avoir besoin, donc en PDF, en JPEG, enfin toutes les extensions que je maîtrise pas du tout. Et pour le coup, ça nous permet, avec ce qui nous a été transmis en termes de logo, de pouvoir le déployer sur tous les supports en fait. Donc non, c'est nous qui travaillons systématiquement, qui personnalisons en tout cas toutes les communications. Ce qui fait que ça permet d'alléger le budget, parce que déjà on n'est pas tenu en fait, parce que peu importe le support que j'ai envie d'utiliser, finalement je peux le personnaliser. Donc je suis pas obligée d'appeler l'agence de communication pour lui dire ah oui je voudrais faire ça, alors est-ce que vous pouvez me le préparer? Là c'est pas le cas, là je peux absolument le décupler sur tout ce dont j'ai besoin. Donc c'est vrai que c'est un investissement au début, mais après vous pouvez vraiment le mettre partout. Mais il aurait pu vous conseiller de le mettre de manière verticale et vous, votre papier en fait, vous souhaitez
On a les deux, en fait. J'ai vraiment, dans ce qui nous a été donné, on a le logo qui est déployé de différentes manières, justement, pour qu'on puisse l'utiliser sur tous les supports. En fait, on n'en a pas qu'un, hein. J'en ai plusieurs dans la boîte outils. Enfin, dans ce qu'ils nous ont envoyé, on a plusieurs. On l'a aussi en noir, en blanc. Enfin, on a plusieurs outils. Et en fait, c'est ça qu'on va utiliser à chaque fois. Donc, c'est un petit peu d'investissement, mais finalement, une fois qu'on l'a créé, notre logo, et qu'on a récupéré les éléments, j'ai pas eu besoin de redemander à ce qu'on travaille sur le logo. Mais c'est aussi le cas sur Canva, non, monsieur qui avait utilisé Canva, quand vous le téléchargez au format, vous avez différents formats possibles, hein, vous avez, ouais, c'est ça, et différentes couleurs aussi, ouais. Donc c'est aussi possible sans passer par une agence quand on le fait soi-même. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'on peut retourner même plusieurs mois après, Ouais. Ah, oui, qu'on peut aussi améliorer si on veut. Ouais. Par contre, je pense qu'il y a quand même sur Canva, le logo qui a été créé est accessible à tous les nouveaux membres, enfin en tout cas en visuel. Oui, mais pas en utilisation. Ouais. Tout le monde peut le voir, oui. Ah bah oui, c'est le principe de communauté, c'est gratuit, donc ça doit servir à la communauté. Ouais. Pardon, vous aviez... Ah bah si vous voulez, oui. C'est un coût, je crois. Hein. C'est pas très cher, mais oui, je crois, oui. Oui, mais c'est une option, bien sûr. Là, dans ce cas-là, vous êtes sûr de ne jamais être copié de quelque façon que ce soit. Oui. 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 Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est bien évidemment rajouter aussi le logo de l'ordre une fois que vous êtes inscrit dans votre signature. Hein. Oui, d'ailleurs, il y en a qui le font. Oui. C'est plutôt rassurant pour les clients de voir que vous êtes inscrit à l'ordre. En fait, on est presque plutôt dans l'autre sens. Et pourquoi nous, par exemple, on a choisi de ne pas faire protéger à l'INPI, parce que moi, je me suis dit que Prexilexis, étant un nom un petit peu étrange, je serais ravie que quelqu'un d'autre l'utilise, ça me fera de la pub. Pas de problème. Voilà. Non, mais sorry, après, c'est un vrai choix, mais bon, c'est pas très cher non plus. À l'INPI, ça coûte à peu près 500 €, donc c'est pas non plus un investissement de folie si vous voulez absolument protéger votre nom et votre marque. Oui. Les confusions des genres. Oui, absolument. Et juste pour revenir sur le logo de l'ordre, si vous avez un site internet, si vous comptez faire, on va en parler là maintenant, mais c'est vrai qu'on a envoyé une communication il n'y a pas longtemps en demandant aux experts comptables franciliens s'ils le souhaitaient de mettre le logo de l'ordre sur leur site. Encore une fois, dans un objectif de rassurer les clients et puis de leur faire comprendre que ce sont des experts comptables inscrits au tableau en toute légalité, contrairement à d'autres. Et après, on leur a demandé aussi de bénéficier du trafic sur le site de l'ordre, parce qu'il y a un système de backlink. S'ils renvoient vers en mettant leur logo avec le lien caché du site de l'ordre, et que leur internaute arrive sur le site de l'ordre, ils peuvent aussi être envoyés sur leur site. L'inverse est vrai, donc ça crée des espèces de flux comme ça, de visiteurs qui peuvent être intéressants quand on se lance. Alors, je vous propose de parler du site internet parce que c'est aujourd'hui devenu bien évidemment un outil incontournable de notre vie quotidienne. Chacun de nous achète sur internet, hein, désormais ça fait partie de notre vie. Et quand on se lance et qu'on parle d'identité visuelle, on peut pas ne pas parler de site internet, bien évidemment. Hein, c'est un magasin, c'est comme un magasin ouvert 24 heures sur 24, visible par tous, 7 jours sur 7, 365 jours par an, sans dimanche, sans jours fériés, voilà. Donc c'est
C'est un truc incroyable qui était inimaginable il y a 20 ans. Une vitrine en permanence accessible, ouverte sur le monde pour vos prospects, vos concurrents, vos clients, vos partenaires. Voilà, donc c'est à la fois hyper intéressant et à la fois il faut faire attention à ce qu'on met dessus et comment on se positionne en tant que futur cabinet et voilà, c'est aussi dangereux que pertinent, donc il faut en être conscient. Voilà, un site internet, c'est votre cabinet sur internet 24 heures sur 24. Donc il faut construire quelque chose de cohérent. Il vaut mieux en faire moins que trop quand on se lance sur internet. Il vaut mieux faire un site vitrine de quelques pages plutôt que 12 sans contenu. Il faut le faire évoluer, il faut le faire vivre quand on fait un site internet. Il faut mettre à jour ses missions, ses références clients. C'est vraiment quelque chose de vivant, le site internet aujourd'hui, pour que ça ait un intérêt. Il faut être bien référencé, il faut bien s'interroger sur le référencement parce que le référencement gratuit sur Google, ça a des règles bien précises. Et si vous voulez ressortir quand on vous cherche, même sur votre nom, il faut être bien référencé, il y a des règles à respecter. Et ces règles-là, elles sont maîtrisées par les petits robots de Google et personne ne les maîtrise complètement, même les meilleurs développeurs ne les maîtrisent pas. Donc c'est pour ça qu'il faut être très très vigilant sur le contenu qu'on va mettre sur Internet. Bon voilà, aujourd'hui il y a plus de 70% des Français qui utilisent Internet pour acheter quoi que ce soit, n'importe quoi. Donc il y a forcément un de vos futurs clients parmi eux, c'est sûr. Donc voilà, Internet c'est pour moi à la fois un outil hyper pertinent et génial pour se vendre, pour se mettre en avant, et en même temps il faut faire attention, il faut vraiment bien réfléchir le truc, il faut le construire, il faut s'adresser à ses clients, il faut présenter son logo, ses valeurs, son histoire, ses missions, voilà, il faut vraiment, et il vaut mieux encore une fois avoir 2-3 pages de vitrine sur Internet avec son contact plutôt que 10 pages vides de contenu ou avec des choses qui ne seront pas forcément pertinentes. Alors le site internet, on peut le faire aussi tout seul, comme son logo. Alors il y a alors oui, c'est tout petit, donc j'aurais dû penser à mes yeux de vieille personne vieillissante. Donc son site internet, si on le fait tout seul, les avantages, c'est que on est totalement autonome sur ce qu'on va mettre dedans, sur le contenu. On est totalement autonome sur les mises à jour de son site. Et je vais vous donner 2 outils qui permettent de faire ça juste après, de façon hyper simple. Et puis surtout, on maîtrise les coûts, puisque c'est souvent un forfait mensuel. Et puis le forfait mensuel, il évolue en fonction de ce qu'on met, de ce qu'on prend ou pas. Par contre, quand on fait ça tout seul, c'est hyper chronophage. Franchement, il faut y passer du temps. Il faut y passer plusieurs heures, il faut y revenir dessus, il faut corriger, voilà, c'est chronophage, il faut en être conscient avant de se lancer sur la création de son site tout seul, c'est quelque chose de chronophage. Parfois, on a des questions techniques et on ne peut pas y répondre tout seul. Donc soit on a la chance d'avoir un petit neveu, une petite sœur qui a fait des études internet ou de graphisme et qui peut vous répondre, soit c'est compliqué tout seul de trouver les réponses souvent. Il faut savoir écrire aussi, il faut savoir rédiger et mine de rien écrire c'est chronophage et c'est pas non plus forcément super facile pour tout le monde d'écrire des textes qui parlent à ses clients. Et puis voilà, il faut avoir un petit peu de compétences graphiques, quoi. Il faut faire des choses qui sont quand même jolies, qui correspondent à l'ère de notre temps, qui font pas désuètes ni vieillottes, qui soient assez modernes si vous voulez donner une image de dynamisme et de modernité. Donc ça, c'est des vraies choses à réfléchir avant de se lancer quand on veut créer tout seul son site internet. Sur le marché, il y a 2 leaders aujourd'hui qui permettent de le faire et qui vous accompagnent à chaque étape pour le coup et avec des tutos, avec des fiches techniques. Il y a Wix et Jimdo.
Alors il y a des versions qui sont gratuites, hein. C'est pour ça que j'ai mis les tarifs, c'est de 0 à 100 € par mois. 0 €, c'est le tarif gratuit. Alors là, vous allez par contre avoir la pub Wix qui apparaît sur chacune de vos pages. Très honnêtement, ça fait pas très pro, hein, quand on veut vendre quelque chose et qu'on est expert comptable, avoir la pub Wix qui apparaît sur chaque page de son site, bon, voilà. Mais il y a des modèles à 0 € avec la pub de Wix sur votre site internet. Wix, c'est vraiment hyper facile à prendre en main, même quand on n'y connaît rien du tout. J'ai fait le test avec quelqu'un de ma famille qui s'y connaît absolument pas. Et donc il y a des modèles qu'on peut récupérer, qu'on peut personnaliser, il y a des noms de domaines à acheter, il y a des outils de référencement qui sont intégrés. Donc on vous dit, voilà, il vaut mieux écrire comme ça, il vaut mieux mettre ça en gras, parce que ce sera mieux pour le petit robot Google pour vous reconnaître et vous faire sortir sur Google de façon plus systématique. Vous avez des outils de suivi pour analyser les visiteurs, combien de visiteurs vous avez eu, d'où ils viennent, etc. Alors tout ça, c'est des options qui sont payantes, hein, bien évidemment, donc vous pouvez arriver à 100 € par mois avec Wix, mais c'est quand même une façon vachement sympa, conviviale et facile de créer son propre site internet tout seul. Et le Jimdo, c'est la même chose, c'est aussi très convivial, très facile à prendre en main, c'est un peu moins cher. Alors ils sont organisés par catégorie. De modèles personnels, commercial, professionnels, boutiques en ligne. Ils ont moins de modèles disponibles, mais c'est aussi, voilà, une façon assez simple de prendre en main son site internet et de le créer tout seul, si on se sent capable de l'alimenter de façon cohérente, avec du texte, avec nos valeurs, avec nos missions. Voilà. C'est vraiment 2 outils leaders du marché. Alors sinon, on peut l'externaliser, bien évidemment. Donc là, bon, externaliser son site internet tout de suite, c'est un accompagnement en général complet. C'est un peu comme le logo, quoi. On va vous poser des questions sur vos cibles, sur vos clients, quel type de clients vous voulez atteindre, quels sont vos objectifs aujourd'hui et demain, quelles sont vos valeurs. Vous allez avoir les compétences graphiques en adéquation avec vos besoins, avec ce que vous avez exprimé. Vous allez avoir des conseils, bien sûr, de l'orientation. Enfin voilà, vous allez vraiment être accompagné comme dans une mission de conseil. Et puis vous allez avoir un référencement qui est naturellement optimisé pour le site que vous voulez avoir. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il faut aussi lui consacrer du temps. Alors moins que quand on le fait tout seul, bien évidemment, mais il y a quand même un temps incompressible à consacrer à l'agence ou aux graphistes qui vous accompagnent ou aux développeurs qui vous accompagnent pour qu'ils comprennent qui vous êtes et où vous voulez aller. Et puis il y a un coût, bien évidemment, qui est beaucoup plus élevé que quand on le fait tout seul sur un outil du marché. Ça, c'est évident. Alors, dans cette illustration de création de site, on va plutôt parler de l'externalisation, puisque c'est le cas d'Élodie dans son cabinet. Tu vas nous expliquer comment tu as travaillé avec l'agence et comment ça s'est passé, sachant que tu ne l'as pas fait tout de suite, hein, je crois. Hein. Non, alors nous, on est vraiment très mauvais sur tout ça. Hein. C'est pour ça que c'est moi qui vous présente ce soir. C'est pour globalement essayer de vous dire ce qu'il ne faut pas trop faire. Parce que nous, on a fait un petit peu ce qu'il ne fallait pas faire. Et ben sur le site, c'est la 3e fois qu'on change. En fait, ouais, on en a la 3e. Déjà, ça va vite. On a commencé par un truc OVH, je crois, à l'époque, ou un truc dans le genre. Bon, pareil, ça allait avec le logo, c'était pas cher. Ça nous a pris un temps de dingue. L'hébergeur. Alors c'était peut-être pas OVH, enfin c'était un truc qui allait avec OVH, gratuit, on y a passé un temps de folie, c'était moche, c'était pas facile d'utilisation, mais finalement pour commencer c'était pas si mal parce qu'on n'avait pas de, enfin voilà, c'était pas un investissement pécunier important, par contre on y a passé énormément de temps. Et puis on s'est dit finalement au bout de 2-3 ans que notre site il était pas vraiment bien. Donc là on a voulu repasser sur Wix. Et donc on a recréé le site sur Wix. C'était un peu mieux hein, comme version. On a quand même, c'est vrai qu'ils aident hein, pour faire les choses. C'est quand même un petit peu intuitif, c'était plus facile. Voilà, donc on est resté un peu 3 ans avec Wix, je crois. Et puis là, on a décidé de tout rechanger.
parce que finalement on s'est dit qu'il faut l'alimenter, il faut mettre du contenu, on n'est pas très doué, on n'a pas forcément le temps pour ça. C'était pas exactement ce qu'on voulait non plus comme site. Finalement on trouvait que la vitrine n'était pas top. En tout cas c'était pas ce qu'on voulait. On n'avait pas envie d'y repasser des heures et des heures parce qu'on y avait déjà passé beaucoup de temps et que finalement malgré l'investissement qu'on y avait mis, c'était pas ce qu'on voulait. Donc là on s'est dit stop, on va arrêter l'hémorragie et cette fois on a décidé de se faire aider pour créer le site. Donc c'est la personne, on a commencé par travailler sur le logo il y a un petit peu plus longtemps et puis on a repris la même agence de com pour nous aider sur le site internet. Donc là il est en train d'être fait notre site, il est en plein travail, il va ressembler à quelque chose comme ça. Un petit peu, donc pareil, on travaille sur le logo, le bleu Prexilexiste. Enfin voilà, il nous ressemble beaucoup plus dans ce qu'on veut y montrer. Il n'est pas encore complètement fini, mais on a vraiment travaillé sur ce qu'on veut mettre en avant. Et notamment, on voulait les petites fonctionnalités qui étaient importantes pour nous et qu'on n'arrivait pas à mettre et à gérer d'ailleurs. Le contactez-nous, parce que pour nous c'est super important vu qu'on a 3 sites. En fait, quand on clique sur le contact nous, par exemple, ça va renvoyer, vous allez pouvoir choisir Guadeloupe, Lyon, Paris, et ça va renvoyer directement un formulaire à la bonne personne. On a des accès clients, parce qu'on travaille avec des plateformes de communication, qui ne sont pas forcément d'ailleurs toujours la même ou pas, et en tout cas, à chaque fois que vous cliquez dessus, pareil, ça renvoie, et vous allez être dirigé vers la plateforme de Paris, la plateforme de Lyon, la plateforme de Guadeloupe. Donc pour nous, c'était vraiment important qu'on ait ça, et ça, on n'arrivait pas à le gérer du tout. On a une autre fonctionnalité qui n'est pas encore tout à fait en blog, qui n'est pas encore tout à fait là et qui va arriver, c'est l'accès à Calendly directement. On veut que les clients ou les prospects puissent prendre rendez-vous directement sur nos calendriers. Et donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on est en train de mettre en place. Globalement, on travaille vraiment là à avoir un site internet qui soit un petit peu plus que la vitrine commerciale qu'on avait avant. C'est pour ça aussi qu'on est passé avec un professionnel, parce que la version Wix était correcte, ça correspondait à peu près à ce qu'on voulait, mais c'était pas la façon dont on a envie de se développer. Donc voilà, on voulait que le site internet soit vraiment un outil, parce qu'on veut que les clients se connectent sur le site internet pour arriver sur nos plateformes de communication. C'était super important pour là où ils vont déposer leurs pièces comptables. Et donc on voulait pas qu'ils passent directement par la plateforme, mais qu'ils passent bien par notre site pour accéder à ça, donc c'était vraiment important. Et puis ça nous permet aussi de leur mettre à disposition par exemple des outils qu'on a mis complémentaires comme RCA, parce que pour ceux qui ont besoin d'une caisse par exemple, ils vont sur RCA, ils ont un accès à RCA, enfin Meg en gestion, et donc pour le coup l'idée c'est que là en se connectant directement ils accèdent à tous les outils qu'on peut leur mettre à disposition, alors qu'avant on pouvait pas faire ça, donc ils passaient par les plateformes etc, c'était un peu pénible. Donc là l'idée c'est qu'on centralise vraiment tout ce qui est dispo et tout ce qui va être à disposition de nos clients sur notre site internet, ça passe par nous en fait et plus que par nous. Donc en termes de communication c'était vraiment le point essentiel de cette idée de faire un 3e site, parce qu'on voilà. Et puis après on a travaillé sur besoins, groupes, recrutement, application, enfin voilà, après c'est tout ce que vous pouvez mettre vous sur votre site, et puis on est parti avec vraiment en vitrine ce qu'on voulait dire aux clients en direct, donc simplifier la vie de l'entrepreneur et puis le cabinet 3.0. Voilà. Alors ce site-là, il est en fin de préparation. Il va nous coûter entre 4 et 5 000 € avec toutes les fonctionnalités qu'on a demandé qu'il développe. Et c'est parce que nous, forcément, le budget est un petit peu plus élevé parce qu'on a plusieurs fois 3 accès différents. On a 3 accès sur le formulaire, 3 accès sur la plateforme, etc. Donc on a vraiment un site qui est un petit peu plus évolué. Donc normalement, si vous partez avec des fonctionnalités plus simples, bien évidemment, ça coûte moins cher. Ça dépend aussi de ce que vous voulez y mettre. Et puis nous, il faut savoir qu'ils n'ont rien récupéré. Ils ont tout jeté de ce qu'on avait avant. Et puis ils sont repartis sur une page blanche, en fait. Donc effectivement... Non, le contenu, c'est moi. C'est moi qui leur donne le contenu. Ouais. Mais là, on avait la chance parce qu'on avait quand même les sites avant. Donc, on s'est quand même inspiré de ce qu'on avait fait avant. Tout n'était pas bon à acheter à la poubelle. On n'était pas très bon sur le logo, enfin sur le design du site, etc. Mais le contenu était... on avait déjà travaillé en amont sur le contenu. Donc, non, ils bossent sur le reste. Voilà. Donc, c'était juste pour vous montrer ce qu'on fait. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. C'était juste voilà, pour vous dire que finalement, le site internet, parfois, c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on imagine. Et notamment parce que finalement... nous, en fait, on ne l'aimait pas trop, ce site internet, alors on n'y allait pas beaucoup. Et puis finalement, parce que derrière, il y a plusieurs pages, et il y a une page notamment communication, et en fait, on n'y allait tellement pas qu'on ne mettait pas à jour les communications, et en fait, on avait des articles qui traînaient qui avaient 3-4 ans, quoi. Et en fait, pour les clients, ça, c'est pas du tout
du tout une bonne vitrine. Vaut mieux pas avoir cette page-là que d'avoir des trucs qui sont super vieux. Et donc c'est aussi pour ça qu'on s'est dit à un moment, finalement, soit on garde un site internet et on le fait vivre et on le travaille de manière intelligente, soit on arrête. Mais là, on est en train de nous-mêmes se tirer une balle dans le pied avec notre communication. Voilà. Alors on vous a mis quand même d'autres exemples de sites, hein. Il n'y a pas que nous. Et vous allez voir, ils sont tous différents mais super. Alors, ça, c'est le site, c'est Biwiz. Alors, pour la petite histoire, c'est le site du cabinet de Laurent Benoudiz, notre actuel président de l'Ordre, qui est un fan de films des années 50. Donc, c'est une façon un peu décalée de faire de la communication, mais toujours dans le monde de l'expertise comptable. Alors, il s'adresse directement aux clients, hein, accompagner vos projets et ceux de votre entreprise. Il parle d'eux que dans un deuxième temps, mais voilà, c'était pour vous montrer qu'on peut aussi faire des choses assez marrantes très éloignées du monde de l'expertise comptable. Là, on ne voit pas d'image en lien avec le métier, mais c'est quand même sympa, graphique, c'est beau, voilà. Et puis on a pris l'exemple du site de Gilles Bossinger. Parce que, alors lui, il mise beaucoup sur la vidéo et c'est assez sympa aussi ce qu'il fait sur son site internet. Et pareil, il rentre vraiment par des besoins clients à chaque fois. Je crée mon entreprise, je gère mon entreprise, je rachète une entreprise, je valorise mon patrimoine. Donc avant de parler de lui, qui il est, etc., il s'adresse aux clients et ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Et il personnalise véritablement son site avec lui, son image. Voilà, lui, c'est l'expert comptable de référence du cabinet. Et on le voit tout de suite. Et il est sympa, il est dynamique, il parle sur la vidéo, il donne envie de l'appeler, de le contacter. Il dégage une image de sérieux. Donc voilà, tout ça pour vous montrer des exemples de sites possibles et divers dans la profession. Je voulais juste rajouter que Gilles, il a poussé le truc sur sa com et son site internet à faire des vidéos régulièrement, mais pas que lui, hein. Ses collaborateurs aussi. Et en fait, quand vous allez cliquer et que vous allez voir, vous avez des vidéos qui se lancent sur un certain nombre de sujets. Et en fait, il a été vraiment assez loin dans son principe de communication, hein, pour faire vivre son site internet. Et c'est mis à jour très régulièrement. Et vous pouvez voir les collaborateurs du cabinet qui proposent des missions, qui font des petits points techniques, etc. Et ils ont vraiment bossé là-dessus. Et ça, vous le retrouvez sur le site. Finalement, il est ultra vivant et surtout, il est à jour très, très régulièrement, quoi. C'est super actif comme site. Voilà, pour nous, c'était une vision de l'identité visuelle résumée, parce qu'on a quand même pas toute la journée. On pourrait tenir beaucoup plus longtemps, mais on voulait vous donner un premier aperçu, l'importance de l'identité visuelle, du logo, du site internet, de qui vous êtes, de vos valeurs. C'est vraiment des choses auxquelles il faut réfléchir pour aujourd'hui, encore plus pour demain. Donc je vais laisser la parole à Émilie Morio qui va se présenter, qui va vous parler de Lucas notamment et des formations S4F à l'ordre des experts comptables. Merci à vous deux déjà. Alors sur les outils de l'ordre, on a mis en place cette année Lucas, qui est donc le centre d'affaires pour les experts comptables. C'est 700 mètres carrés de bureaux qui vous sont à votre disposition rue du Colisée à Paris. Donc c'est un lieu qui est assez central. Il y a une convention qui a été faite, donc vous pouvez vous y installer sans aucune difficulté, que ce soit à l'ordre ou à la compagnie, puisque tout a été fait sur place en accord avec les deux institutions en termes de respect du secret professionnel et l'accès des données. Donc ça, c'est un élément important. On a du coup 4 offres qui vous sont proposées. La première, c'est l'espace de coworking avec une simple domiciliation. Vous pouvez du coup recevoir votre courrier, recevoir vos clients de façon ponctuelle là-bas et moyennant un coût de 100 € par mois. Donc ça reste une offre assez tarifaire, assez faible. Et on a des options qui peuvent être ajoutées, mais sinon vous pouvez aussi vous domicilier en plus, vous pouvez y loger. Donc il y a une offre à 280 € par mois qui vous permet la domiciliation de votre cabinet, qui vous permet un accès temps plein à l'espace de coworking. Donc vous pouvez y passer 50 heures, 60 heures, 200 heures par semaine si vous en avez envie. Ça n'est pas facturé en plus, vous y venez quand vous voulez, vous y avez un accès permanent. Et on ne peut pas y dormir. Mais vous pouvez tout faire le reste. Tout. Par contre, vous avez du coup dans cette offre de coworking l'accès à des salles fermées ou à des bureaux individuels quand vous avez besoin de recevoir des clients.
Donc vous travaillez sur l'espace de coworking, quand vous avez besoin de les recevoir, vous avez 2 offres, une offre à 10 heures par mois et une offre à 16 heures par mois. Ça vous permet de recevoir vos clients autrement que dans les hôtels et les grandes réceptions ou les cafés. Voilà, puisque moi j'ai commencé mes premiers rendez-vous bilan au café. Il fallait quand même avoir des clients qui ont confiance en vous. Hein. Moi j'ai fait mon logo dès le départ, ouais, dès le départ, et avec un professionnel qui nous l'a fait. Voilà. Et puis vous avez également besoin, au fur et à mesure de la croissance de votre cabinet, de prendre des bureaux individuels. Donc ça, c'est une possibilité qui vous est offerte chez Lucas également, c'est d'avoir des bureaux individuels. Donc vous pouvez les partager avec par exemple 2 confrères avec qui vous vous entendez bien, et vous vous dites, plutôt que de prendre l'espace de coworking, on va prendre en fait un bureau tous les 3. Ça, c'est une possibilité que vous avez. Et vous avez la possibilité, quand vous avez des collaborateurs, de rester aussi sur place et d'y installer des collaborateurs de façon permanente. Voilà. Ça, c'est pour Lucas. Si vous avez besoin de façon ponctuelle, vous avez décidé de travailler chez vous, vous domiciliez chez vous, mais vous avez simplement des réunions clients à faire, vous avez quand même aussi la possibilité de louer ponctuellement juste la salle de réunion. Voilà, pour à l'heure, à la journée, à la demi-journée, en fonction de vos besoins. 1h30, c'est 30 €. La demi-journée, 80. La journée, 140. Voilà. Sur le parcours qui a été proposé les jeudis de la réussite, aujourd'hui c'était sur l'identité visuelle de votre cabinet et pourquoi c'est important. Mais on a d'autres journées. Et en fait, en fonction de ces autres journées, on vous propose aussi, si vous voulez approfondir ces thématiques-là, des formations AS4F qui sont en lien. Donc là, vous en avez un sur le site internet, un sur les réseaux sociaux avec LinkedIn, savoir animer votre page LinkedIn, la relation client. Voilà, vous avez un certain nombre de formations qui vous sont proposées par l'AS4F ou en live ou en présentiel pour développer ces sujets-là. Les jeudis de la réussite étant une thématique ponctuelle pour vous donner un ordre d'idée. Les prochaines réunions, je ne sais pas si on a les dates après, voilà. Donc juste voilà, pour conclure, moi je vous invite à réfléchir à vos valeurs véritablement, à ce que vous voulez véhiculer comme valeur, qui vous voulez être demain, et puis de réfléchir à cette identité visuelle, créer votre logo, votre charte graphique, et les mettre sur tous vos supports, même voilà, vous envoyer une présentation de mission, un devis, une signature email, c'est des petites choses, mais c'est important pour la cohérence, pour les clients, pour les prospects, pour votre devenir, je trouve que voilà, c'est vraiment important. Et il faut rester cohérent, c'est vraiment la conclusion. C'est ça. Et être seul, c'est pas non plus donner une image de personne enfermée dans sa cuisine. Enfin, il faut rester professionnel en fait. Et il faut rester aussi professionnel parce que vous allez grandir et que vos clients vont pas s'en rendre compte si vous avez été professionnel dès le départ, mais c'est important de véhiculer cette image. Ouais. Alors il y a aussi, pour ceux qui sont déjà installés, il y en a qui ont développé déjà des partenariats. Donc il y en a qui font de la paye et ce que ne font pas d'autres confrères. Donc du coup, par exemple, ils ont développé des partenariats, ils travaillent ensemble. Donc c'est en fait aussi une façon de développer son business. Voilà. Exactement. Le lieu est beau. Et, ouais, c'est un adresse est belle, le lieu est beau, et c'est vrai que les clients, il y a un accueil pour les clients. Exactement. Voilà, donc ça fait professionnel. Voilà, ça permet vraiment de détacher son domicile.
Exactement. Vous n'êtes pas obligé d'y aller tous les jours, hein, mais... Je viens assez rarement, d'ailleurs, mais c'est vrai que pour recevoir mes clients, c'est un vrai plus. Ouais, c'est vrai que ça c'était un beau projet quand Laurent Benoudiz en avait parlé l'année dernière. Il m'en avait parlé. Moi j'avais trouvé que c'était une super idée parce que moi quand je m'étais installée, comme beaucoup, j'avais commencé chez moi. Après j'étais chez un confrère qui m'avait sous-loué des bureaux. C'est pareil, la sous-location chez un confrère c'est très bien, hein, c'est un bon moyen de démarrer. Mais en fait votre client il vient vous voir vous chez quelqu'un d'autre. Donc, c'est pas forcément une très bonne image non plus. Ouais, ça prête à confusion. Vous avez aussi le risque de captation du client. Et puis, à un moment donné, il s'habitue à venir là. Et 2 ans après, c'est compliqué de le faire venir ailleurs. Donc, les bureaux de chez Lucas ont cet avantage-là. Voilà. Donc, Virginie, vous êtes... Alors, je crois qu'en fait, c'est des engagements qui sont courts. Hein, c'est de l'ordre du mois, en fait. Donc, ouais. Oui, mais je crois qu'après, tu as eu 1 mois pour résilier. En fait, tu n'es pas réengagé pour 3 mois. Mais c'est vraiment très court. Donc, ça peut être juste, par exemple, vous pouvez aussi le prendre que pour la période fiscale. Enfin, voilà, vous pouvez vous organiser comme ça. Ils sont assez flexibles, donc je pense que tout se discute, en fait, sur place. Virginie vous l'a signalé en début, l'objectif c'était de vous proposer un parcours en fait de plusieurs journées en fonction de vos besoins. Là aujourd'hui c'était l'identité de votre cabinet qui a été présentée par Elodie et Christine. Et du coup, d'ici janvier vous aurez terminé votre logo. On est d'accord? Vous aurez votre nom, votre logo, votre identité visuelle. Et mais alors maintenant, il va falloir communiquer. Donc la 2e date sera faite le 27 janvier, moi et mes réseaux sociaux. Donc c'est comment communiquer sur vos réseaux sociaux. On a fait un pari de vous faire venir une profession libérale qui est un avocat, qui communique. Elle recrute sur TikTok. Elle a une page LinkedIn. Elle fait des podcasts. Alors oui, le TikTok, ça peut faire rigoler. Moi, je ne vous cache pas qu'au départ, quand elle m'a dit ça, j'ai rigolé. Mais en fait, ça marche. Donc voilà. Et nous, on a du mal à recruter, donc il faut peut-être en tirer quelque chose comme conclusion. Exactement. Et 1/4 de ses clients viennent par les réseaux sociaux. Voilà. Donc ça fait quand même penser. Voilà. La 3e date. Bon, alors une fois que vous aurez communiqué, vous allez avoir du coup des clients qui vont vous rencontrer, qui veulent vous voir. Et là, il va falloir développer votre stratégie de vente. Et donc là, c'est comment je me vends. Quel est mon prix et comment je développe en fait mon chiffre d'affaires. Comme vous aurez développé votre chiffre d'affaires, vous allez avoir un vrai problème. C'est la production. Et là, il faut recruter. Donc début juillet, on se lance, vous recrutez pour septembre prochain. Donc là, c'est vous et votre premier recrutement. On est d'accord sur le planning, là, on est d'accord. Et ensuite, le 22 septembre, tout ça s'est stabilisé, vous êtes bon. Et là, en fait, on peut repenser au process. Et notamment, là, on va vous parler de tout ce que l'ordre fait pour vous sur les différents outils pour continuer à vous développer. Voilà le programme de cette année. Ça répond à vos questions? Ça répond à vos attentes? Super. Maintenant, si vous avez des questions, on est là. Je vais passer le micro. Des questions? A priori, budget pour bien se lancer en termes de communication, désolé pour avoir 4 000 €, même si on peut commencer avec 0, mais bon, en même temps, c'est pas terrible. On peut commencer avec 0. C'est mieux de commencer avec 1 000 €. On peut commencer avec 500 € si on a des connaissances dans le monde web, ce qui est souvent le cas. Après, on peut faire aussi comme dit monsieur, on peut s'adresser à des écoles de business, des écoles de commerce. Souvent, ils cherchent des projets justement d'accompagnement d'entreprises ou autres qui se lancent. Donc, on peut chercher des choses pour faire accompagner, ça existe. Puis on peut faire en 2 étapes. C'est-à-dire que pour moi, le logo, c'est peut-être la partie la plus importante, mais on n'est pas obligé d'avoir tout de suite un site internet de Dieu. C'est-à-dire qu'on peut faire quelque chose de simple, utile et qui vous ressemble, et finalement mettre un peu plus d'argent quand vous aurez commencé à démarrer sur votre site internet. Donc rien n'empêche de séparer le logo du site internet et faire un site internet plus simple, qui ne coûte pas très cher, d'avoir vraiment travaillé sur la partie logo en amont, qui, si
si vous avez besoin de faire aider, coûte un petit peu plus cher. Mais voilà, on peut aussi séparer les budgets. 5 000 euros, ça me paraît un peu ambitieux déjà, hein, mais 2 500, 3 000 euros, ouais, possible. Nous, on a démarré, on a fait l'identité visuelle par une nana qui faisait du graphisme. Hein. Elle nous avait pris 600 euros pour l'ensemble de la charte graphique. Donc voilà, et ça c'était, à l'époque ça nous correspondait bien, ça nous allait bien, et ça nous a suffi en fait. T'as changé depuis? Non, j'ai pas changé. Non, même pas. Je n'ai même pas changé, donc comme quoi je l'aime bien. Après, c'est pareil, faut... Un logo, ça évolue aussi, hein, donc vous pouvez être amené à le faire changer. Après, je pense qu'il faut quand même pas le faire changer tous les 4 matins, et si vous le faites changer, il faut le faire changer à la marge, parce que il y a quand même une identité que vous devez garder en fait sur le temps avec une cohérence. Donc, vous pouvez démarrer avec des cartes Vistaprint sans nom, sans rien. Bon, c'est un peu dommage, mais moi je pense, comme je rejoins Elodie là-dessus, c'est un minimum de choisir votre nom, bien le choisir déjà. Il faut qu'il vous parle, il faut qu'il vous parle à vous, il faut que vous savez chier le vendre, voilà. Et puis après le logo qui va bien derrière pour pouvoir en parler, quoi. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir 3 000 euros dès le départ en fait. Non, c'est parce que nous, on voulait retravailler toute la charte graphique dans son ensemble. Hein. Il y a aussi des choses, on partait d'un accompagnement, on est 3 associés aussi, donc il y a un peu plus de boulot. Donc, et puis si c'est un petit peu plus simple, bien évidemment, le budget, globalement, c'est un peu un maximum de 3 000 euros. Sur le logo, en tout cas. Enfin, sur la charte graphique. Ouais, parce qu'Elodie, ils sont 3. Moi, j'étais toute seule au départ sur la création du logo, donc la prise de décision... je suis assez vite d'accord avec moi-même, donc en fait, ça va plus vite pour le graphiste aussi, quoi. Oui, puis nous, elle a vraiment travaillé aussi bien l'écriture, enfin tous les supports, etc. On l'a fait qu'une fois, c'est-à-dire que là, elle a absolument travaillé la charte graphique dans son ensemble, vraiment dans son ensemble. Vous n'êtes pas obligé d'aller tout de suite jusqu'au bout non plus, hein. Ça peut aussi se découper en étapes. D'autres questions? Moi, j'en ai une. Ça fait 10 ans que tu as le même logo. Un peu moins. Est-ce qu'aujourd'hui, il te correspond comme il t'a correspondu à l'origine? Est-ce que tu le rechangerais? Est-ce que vous envisagez de le changer? Alors, clairement non, parce que nous, c'est notre deuxième logo. C'est vrai qu'on l'a changé vite, hein, pour le coup. Et non, parce qu'il nous correspond vraiment, en fait. Le job qu'on avait sur le logo, c'était vraiment quelque chose dont on avait besoin, qu'on n'avait pas fait au tout début. C'est pour ça qu'on a très rapidement changé le logo. Et aujourd'hui, jamais de la vie, je change mon logo. Je l'adore, mon logo. Parce que mon logo, c'est nous, en fait. Il véhicule tellement de choses sur nous, parce qu'on a vraiment travaillé ça, hein, sur les valeurs, les couleurs. Les couleurs, le bleu, Prexilexis, le bleu, c'était déjà ma couleur, donc j'ai la chance de la société, d'accord. Mais j'en ai partout. Le bleu Prexilexis, il est jusqu'au bout du bureau, quoi. Donc, non, c'est parce que je l'aime, mon logo, qu'on a été jusque-là, en fait. Donc, non, moi, je ne le rechangerai pas jamais de la vie. Bon, il évoluera peut-être avec le temps. Forcément, parce que, au moins sur les mots qu'on y a mis, conseil et expertise comptable, on sait bien que ça bouge. C'est bien que nos métiers évoluent, donc juste ça, oui, c'est amené à évoluer. Mais en tout cas, la vague avec l'idée de la croissance, l'accompagnement, etc., ça ne changera pas. Et la couleur, le bleu, ça ne changera pas non plus. Voilà. Ouais, elle aime le bleu, donc... J'aime la signification du bleu. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, sur le nom, vous avez un nom en 4 syllabes, qui est quand même déjà un peu compliqué, en plus avec un X. Est-ce qu'il vaut mieux prendre quelque chose comme ça d'un petit peu complexe pour se différencier? Est-ce que vous avez réfléchi, vous, à un nom plutôt condensé en 12 syllabes? Alors, je ne sais pas si c'est bien. Moi, je dirais que l'avantage qu'on a, c'est que sur Prexilexis, on ne nous le vole pas, et on ne ressemble pas à quelqu'un d'autre. Donc, finalement, les clients, au début, ils ont un petit peu de mal à s'y retrouver, mais quand ils connaissent le nom, plus jamais ils nous oublient. Donc ça, c'est l'avantage qu'on a à avoir un nom un peu particulier. Après, c'est plein de R, de X, il est un petit peu compliqué. Là, on a fait un vrai choix que ce nom ait une histoire pour nous, en fait. Parce qu'il a une histoire pour nous trois, d'où on venait, etc. Donc on a fait le choix cette fois de ne pas tant s'orienter vers le client directement, mais vers nous, notre histoire et ce qu'on voulait transmettre par ce nom. Donc après, vraiment intrinsèquement, c'est pas le meilleur nom qu'on ait pu trouver. En tout cas, en termes de démarche client, clairement non, parce qu'il ne répond pas, justement, il n'est pas simple. On aurait pu jouer avec des mots externes, on ne peut pas jouer avec des X et des R. Voilà, en termes de phonétique, non plus, c'est un peu difficile. Par contre, il colle vraiment à notre histoire à tous les trois, parce qu'on a quelque chose derrière ce nom. Et c'est ça qu'on voulait transmettre aussi, nous, avec notre nom. C'est
c'est notre histoire, c'est nous, c'est notre relation, c'est notre vécu. Voilà pour le nom. Après, voilà, c'est parce qu'on avait aussi un nom avec lequel on pouvait vraiment transmettre quelque chose. Après, dans l'idée, si aujourd'hui j'avais dû partir toute seule, j'aurais peut-être pas choisi le même nom. Par contre, je vous dis, l'avantage, c'est une fois qu'on le connaît, on ne l'oublie pas. Par contre, c'est vrai qu'en termes de nom, là, je vous rejoins en termes de questions. Quand vous donnez le nom de votre entreprise ou de votre cabinet, enfin peu importe, c'est vrai que les gens vous le font épeler 4 fois, que au début c'est un peu compliqué, qu'ils savent pas comment l'écrire. Bon, voilà, ça, il faut aussi y penser. Et c'est la problématique que ont beaucoup d'entreprises qui ont notamment des noms anglophones. Si vous avez un interlocuteur très francophone, ben en fait on sait pas l'écrire en fait. Soyons très clairs. Donc, mais je rejoins Elodie, si vous avez un nom qui vous plaît à vous, bah en fait c'est le plus important parce que vous saurez le vendre. Peut-être un petit détail. Le nom Plexiflexis, c'est ça? Plexilexis. Pas facile, hein? Non, mais Une fois et vous allez voir. Donc, il y a Beaucoup de pharmaciens quand même. ça fait un peu santé, en effet, mais bon, c'est un détail. N'est pas le nom des 3 cabinets. Si, c'est aussi le nom, la raison sociale, la dénomination sociale de chacun des 3 qui sont des établissements secondaires. Oui. Bon. Quand on exerce maintenant en nom propre, notre nom patronyme est forcément la raison sociale, enfin la marque. Non, pas du tout. En fait, vous pouvez très bien vous appeler Monsieur Dupont et avoir un nom qui s'appelle fiduciaire Tartampion. Exactement. Ouais. Moi, je savais pas ça. Moi, je Si. même à faire ça. Parce que la problématique de mettre son nom de famille sur son cabinet, c'est quand même toujours ce dont on a envie. Mais même si on exerce en nom propre. Ouais. Même si juridiquement, Ouais. le cabinet, c'est Ouais. le titulaire, c'est. Après, J'avais une question, c'est qu'elle répond qu'on pourrait donc prendre son nom personnel si vraiment c'est quelque chose de valorisant, on a attaché à son nom et rajouter le nom. en fait, le problème c'est que, oui, alors ça vous pouvez le faire. Il y en a qui le font d'ailleurs. Moi au début, C'est d'abord le nom, le patronyme des personnes. Et ensuite, ce qu'il fait, ou elle fait. c'est ça. Après, aujourd'hui vous êtes tout seul. Le problème de choisir son nom en incluant votre nom de famille dedans, vous avez peut-être sûrement le plus beau nom du monde, hein, j'en doute pas. Mais le problème, c'est que demain, vous savez pas de quoi c'est fait. Et avoir un associé, avoir un collaborateur, c'est très compliqué pour lui de s'intégrer dans une entité qui porte votre nom. Donc, vous vous appelez cabinet Dupont, bah, ça va devenir Dupont et associé, mais le associé, il aimerait bien avoir la même place que Dupont. Et moi, j'étais pas fanat du tout au début de mettre mon nom dans mon cabinet parce que je me suis dit, demain, je m'associe. Bah, c'est compliqué. Alors j'ai trouvé le meilleur associé du monde qui trouve mon nom très bien parce que c'est mon mari. Mais voilà, j'étais pas du tout. Comment ? Non, mais lui, il a le sien de son côté. Mais du coup, on a un nom qui est pas nos noms en fait. Donc moi, j'aurais pas mis mon nom parce que je trouve qu'en fait, c'est difficile d'intégrer quelqu'un qui va porter votre nom. Enfin. Je sais pas, moi j'étais pas à l'aise avec cette idée-là en tout cas. Voilà, on peut changer tout. Mais après ça reste personnel. Hein. Ça... Rien n'est immuable. Ah oui, complètement. Aussi, hein, c'est-à-dire si vous avez quelque chose à Après, rajouter. il y avait une sous-question, c'est que si ça n'est pas le nom patronyme, si ça n'est pas le patronyme, et que c'est un nom de marque, le nom de marque ne correspond pas à une entité juridique, puisque c'est nous-mêmes. Oui. Et donc cette entité, ce nom de marque n'a pas nécessairement besoin d'être lui aussi membre inscrit avant. Non. Pas de utilisation par exemple. Non, 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 non. Non mais Non, mais en BNC. Alors oui, vis-à-vis de l'ordre, vous devez signaler le nom sous lequel vous exercez. Donc effectivement, si vous êtes en société, ça va pas être très compliqué parce qu'en fait, finalement, vous avez un nom de société. Mais si vous êtes en BNC, vous leur signalez quand même le nom d'exercice, en fait. Vous leur dites, c'est Monsieur Dupont. Oui, mais ça passe facilement. C'est juste une mise à jour de votre fiche. Hein. Ça se fait. Besoin de repasser en commission. Si c'est ça votre question, il n'y a pas de vote externe. Par contre, effectivement, il faut que ce soit un nom qui soit en adéquation avec l'éthique de la profession. Hein. Après, mais ça, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, quoi. D'autres questions ? Vous avez des bonnes agences à recommander ?
Bah, je pense qu'on doit pouvoir vous trouver ça. Après, vous pouvez demander à Elodie son contact. Ouais. Bah, Notamment, vous avez un peu, non pas opposé, mais séparé les créateurs, enfin, les créatifs de code, et ceux qui développent le site. Il y a peut-être des sites qui ah oui, il y a des structures qui font les deux, parce qu'en fait, Elodie, elle fait. sont créatifs et qui peuvent... Moi, c'est celle que j'utilise aujourd'hui. La plupart du temps, elles font les deux maintenant. Et oui, parce que nous, on va chercher d'abord la création d'un logo avec un pro par nous-mêmes, et ensuite un développeur. C'est pas pour faire des économies, mais peut-être qu'il y a une synergie là. Alors, certainement qu'il y a une synergie. Créer dans l'optique également d'un site internet. Après, c'est sûr que si on fait tout dès le départ, par même personne, c'est sûr que c'est moins cher. Après, c'est une question, là aussi, on en revient de coût. Voilà. Après, moi, ce qui m'a paru important quand on a fait le logo, c'était effectivement de récupérer les fichiers sources avec tous les formats qu'on veut, avec les formats PC et format Mac, pour que nous, on les utilise parce que nous, on est sur PC. Or, tous les graphistes fonctionnent sur Mac. Donc, nous, on a récupéré l'ensemble des fichiers. C'est-à-dire qu'en fait, le graphiste nous a donné l'ensemble des documents. Et après, libre à nous de le faire repasser en bleu, en violet, en jaune, en ce qu'on veut, par une autre société, ou de le donner. Vous lui avez d'abord demandé la cession du droit Ouais. de sa création. Exactement. De convertir. En fait, c'est ça. En fait, on lui a demandé des fichiers libres de droit d'utilisation et de diffusion, en fait. Et très honnêtement, ils vont pas réexploiter votre fichier, en fait. Donc ça leur coûte pas tellement plus. Alors souvent, ils vous facturent un petit complément, mais moi, je trouve que c'est nécessaire d'avoir vos propres fichiers. Parce que si vous voulez réimprimer des cartes de visite, vous avez un collaborateur qui arrive, vous voulez mettre juste le nom, vous n'êtes pas toujours obligé de passer par l'agence de com. Et puis ce qui est sympa de ne pas faire le logo et le site internet en même temps, pour répondre à votre question, c'est que parfois on a besoin d'un peu de recul entre le moment du logo et le moment du site internet, et que finalement, c'est quand même pas mal de pouvoir de dire, je commence avec un site internet peut-être plus simple, le temps d'imaginer comment en fait je vais vraiment bosser, et quels outils je vais utiliser et comment je vais le faire. Et si on fait les deux tout de suite, Il y a de toute façon une synergie, même s'il y a un espace. moi je pense que pour le site internet, mais c'est vraiment c'est très personnel, je pense qu'on a besoin d'un peu plus de recul. Ouais, ça vous permet de développer votre offre de service, voir ce qui marche, voir les tarifs, voir ce que vous aimez vraiment pas faire, et du coup peut-être abandonner cette offre de service-là. Voilà. Le projet même d'entreprise, en fait. Parce qu'en fonction de vos créations, de là où vous en êtes dans votre phase de création, vous allez rencontrer des gens, où vous allez vous orienter vers des comptas, vers des activités qui vont vous plaire plus que d'autres. Et puis un jour, vous allez dire, mais moi, en fait, j'aime pas ces secteurs-là, donc, ou j'aime pas ce type de client-là. Alors, on va prendre un exemple. Par exemple, vous dites sur votre site internet au départ, je fais de l'IR, enfin, je fais les déclarations d'impôt sur le revenu. Peut-être que dans 6 mois, vous allez vous dire, la relation commerciale avec un particulier, elle est particulière. Et j'ai pas forcément envie de continuer à développer cette mission-là. Donc, au début, il faut faire quelque chose de simple, et puis après, je pense qu'il faut... Et puis même sur les outils que vous allez utiliser, parce qu'au début, vous pouvez peut-être pas tout prendre, puis au fur et à mesure, vous allez étoffer l'offre. Et pour le coup, c'est quand même plutôt en lien avec votre site internet aussi. Pour Lucas, je vais faire une question. Pour Lucas, on a vu, il y avait 100 euros là, où on a une domiciliation, on a un bureau en open space. Non, 100 euros, c'est la domiciliation simplement, avec ponctuellement, ce que Madame a, l'accès à la salle de réunion. Alors, vous avez pas... Alors, 100 euros, c'est la domiciliation, la réception du courrier, plus 1h30 C'est ça. en open space. C'est ça. 1h30 ou 2 fois 2h30 Ouais, par 2 mois. fois 1h30 par mois en open space. Et moi, je complète ponctuellement avec des locations de salles de réunion quand je reçois mes photos. Voilà. Pour mes clients, ça fait 1h30. 30 euros, c'est ça. Donc, ça, pardon, la question c'était, pardon. Voilà, donc il n'y a pas de bureau en fait à 100 euros, c'est juste la domiciliation plus 1h30. C'est ça. Et là, on parvient avec un bureau à Alors, le coworking illimité, c'est le temps que vous avez sur l'espace de coworking. Lui, il est illimité. Et ça, c'est 280 euros par mois.
par personne. Exactement. Et ça, cette offre en coworking, elle est complétée par des heures de salle de réunion ou de bureau individuel à hauteur au choix de ou 10 heures ou de 16 heures. C'est inclus? Oui, c'est inclus. Oui, c'est inclus. Dans les 280 €, vous avez la domiciliation plus le coworking illimité, voilà, et 10 heures d'accès à la salle de réunion pour vos clients. Sinon, pour 180 € de plus, j'ai l'espace de travail. Exactement. Ouais. Donc après, si vous avez un collaborateur ou même un stagiaire, bah, vous prenez une place de plus pour le mois, les 2 mois qui sont nécessaires. Exactement. Alors c'est pas plus favorable le tarif, c'est que en fait la durée d'accès aux salles individuelles est majorée. Voilà. C'est ça, on paye pas les droits d'adhésion. Je crois qu'il y a une adhésion de 80 €. Alors, le Lucas a été négocié entre l'ordre, la CNCC, enfin la CRCC de Paris et l'espace de coworking. Donc, la problématique a été complètement bloquée d'avance. Il y a par exemple un photocopieur qui est dédié uniquement aux commissaires aux comptes pour pouvoir leur permettre d'accéder, scanner avec des fichiers temporaires qui sont effacés régulièrement pour qu'il n'y ait pas de données confidentielles qui soient stockées. Aucun problème, la convention avec Lucas, elle a été faite aussi avec la CRCC de Paris. Donc, pas de problème. On a un confrère, d'ailleurs, qui, lui, n'est que commissaire aux comptes et qui est chez Lucas. Ce qui peut aussi être valable, par exemple, si vous avez, vous avez des commissariats aux comptes sur Paris, mais finalement, vous travaillez en province, enfin, vous vivez en province, vous pouvez garder votre adresse parisienne et venir quand il faut dans l'espace. Le cocktail, c'est au rez-de-chaussée, il faut descendre et voilà. Merci à tous.